En 1952, une forêt brûlait dans la taïga près d'Irkoutsk. L'incendie était si violent que la fumée obscurcissait le soleil sur des centaines de kilomètres. Un hélicoptère Mi-1 tournait au-dessus de la mer de feu, coordonnant le travail des équipes au sol. C'est alors que le pilote l'aperçut. Une vieille tour de guet qui émergeait d'un îlot de verdure dans la taïga, épargnée pour une raison inconnue par les flammes. Ce qui était étrange, c'est que cette tour ne figurait sur aucune carte. La décision fut prise rapidement. Qui sait ce que c'était? Une cachette de prisonniers, évadés ou de saboteurs. Le lieutenant-colonel de la sécurité d'État, détaché auprès du quartier général des pompiers, ordonna de faire descendre 2 hommes pour inspecter les lieux. Le choix s'est porté sur Gleb et Efim, les 2 pompiers parachutistes les plus compétents. L'hélicoptère s'est arrêté au-dessus d'une petite clairière, à une centaine de mètres de la tour. Ils ont été descendus à l'aide d'un treuil. L'hélice de l'appareil soulevait des nuages de cendres. Il était difficile de respirer. Dès que leurs pieds ont touché le sol, l'hélicoptère était reparti plus haut pour ne pas gêner. Tout était silencieux. Seul le grondement lointain de l'incendie rappelait ce qui se passait autour. La clairière était parfaitement ronde. L'herbe y était d'un vert inhabituel et humide, alors que tout autour était sec à cause de la chaleur. La tour se dressait en plein centre. Elle ne ressemblait pas au poste d'observation en bois habituel. La structure était faite de plaques métalliques armes sombres, assemblées par de gros rivets. Elle mesurait 30, peut-être 40 mètres de haut. Il n'y avait pas de fenêtre dans la partie inférieure. Seul le métal nu et rouillé était visible. Ils s'approchèrent. Le sol à la base de la tour était piétiné, mais il n'y avait aucune trace, comme si quelqu'un l'avait spécialement nivelé. Gleb fit le tour de la construction. Il n'y avait aucune échelle à l'extérieur, seule une porte. La porte était basse et massive, recouverte de lourdes plaques de fer noircies de par le temps. Elles étaient verrouillées, mais pas à clé. Elle était maintenue de l'extérieur par un énorme verrou en acier, enfoncé dans 2 solides supports. Le verrou était rouillé, il semblait n'avoir pas été touché depuis des décennies. Efim le tira. Le métal ne bougea pas. « Étrange, » dit-il en essuyant ses mains couvertes de rouille. « Verrouillé de l'extérieur, comme si quelqu'un était enfermé à l'intérieur. » Gleb ne répondit pas. Il passa la main sur le revêtement métallique. Ses doigts butèrent sur de profondes rainures. Il sortit sa lampe, bien que le jour fût encore clair, et éclaira la porte. Toute la partie inférieure était lacérée. C'était dans des traces de griffes, des rayures profondes et parallèles qui avaient arraché le métal jusqu'à le faire briller. Les griffes étaient énormes, à en juger par la distance entre les rainures. Et les rayures se trouvaient à l'intérieur. Quelqu'un ou quelque chose avait gratté de l'intérieur. Il avait essayé de sortir. Ils se jetèrent tous les 2 sur le verrou. Celui-ci bougea dans un grincement assourdissant. Encore un effort, encore. La rouille s'effritait sur le sol. Finalement, le verrou sortit de ses gonds et tomba bruyamment sur le sol. La porte n'était plus retenue que par ses gonds intérieurs. Efim saisit le bord et tira vers lui. La porte céda lentement, dans un gémissement. Une odeur s'échappa de l'ouverture sombre, épaisse, nauséabonde. Une odeur de viande en décomposition, de terre humide et d'autres choses, d'inconnu, de chimique. Ils reculèrent en se bouchant le nez. Lorsque la première vague de puanteur fut passée, Gleb entra en allumant sa lampe. Efim le suivit. La pièce était petite, environ 3 mètres sur 3. Les murs étaient du même métal nu. Le sol était en béton. Il n'y avait pas de meubles. Rien. Seule une grande tache sombre, qui ressemblait à du sang séché, était visible au centre du sol. Et encore ces rayures, elles étaient bonnes partout, sur les murs, à l'intérieur de la porte. Le métal était déchiqueté. On aurait dit qu'une créature se débattait à l'intérieur,
essayant de se frayer un chemin vers la liberté. Ephim éclaira le coin. Quelque chose brilla sur le sol. Il s'approcha et ramassa un petit jeton en laiton sur lequel était gravé un numéro. Objet 734. Rien d'autre. Dans le coin le plus éloigné, ils découvrirent un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans l'obscurité. Les marches étaient en fer strié. Gleb commença à monter le premier. Chaque pas résonnait dans toute la construction. L'air devenait plus froid et plus dense. L'odeur s'intensifiait. L'escalier tournait en spirale. Il semblait ne jamais vouloir finir. Finalement, le faisceau de la lampe se heurta à une trappe dans le plafond. Gleb la poussa. La trappe s'ouvrit facilement. Ils montèrent à l'étage sur la plateforme d'observation. C'était une pièce vitrée de tous les côtés. Les vitres étaient d'emmets épaisses, d'un jaune trouble, mais à travers elles, on pouvait voir la fumée qui masquait l'horizon. Au centre de la pièce se trouvait une simple table métallique et une chaise, vissées au sol. Sur la table, il y avait des papiers. Beaucoup de papiers, couverts d'une écriture soignée. Gleb prit la feuille du dessus. Ce n'était pas un journal d'observation, c'était un rapport. Jour 142. L'objet 734 refuse de s'alimenter. Les vocalisations se sont intensifiées. Elles ressemblent à des hurlements de loup. Les paramètres physiques sont stables. La déformation des membres se poursuit conformément aux prévisions. La croissance des griffes est de 0,2 mm par jour. Ephim prit une autre feuille. Jour 165. Violation de l'intégrité du revêtement dans le secteur 2. L'objet fait preuve d'une agressivité immotivée. La tentative de contact par transmetteur sonore a échoué. Réaction à la parole humaine. Rage. Décision prise de renforcer le mécanisme de verrouillage. Ils passèrent en revue les feuilles. Rapports, graphiques, mesures. Des notes sèches et sans émotion sur les changements d'un être vivant. Le dernier document était daté de l'automne 1947. Jour 212. Le contact avec la bête de la taïga a entraîné une mutation irréversible. L'expérience de fixation est considérée comme réussie. L'objet a été mis en conservation pour études ultérieures. Le personnel a été évacué. La tour a été mise en mode autonome. Ephim posa le papier. Il s'approcha lentement de la vitre embuée et regarda la taïga. La fumée de l'incendie se rapprochait. Les cimes des arbres étaient monites et déjà cachées dans un voile gris. « Il est toujours là-haut », dit doucement Ephim sans se retourner. Gleb le regarda. « Quoi ?»« Ephim, nous sommes déjà en haut. On ne peut pas monter plus haut. » Ephim ne bougeait pas. Ses épaules étaient lignes tendues. Il continuait à regarder au loin, vers la fumée. « Il était là-haut », répéta-t-il d'une voix mécanique. « Il regarde, il attend. » Gleb s'approcha et le secoua par l'épaule. « Ephim, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est temps de rentrer. Écoute, l'hélicoptère arrive. » En effet, on entendait au loin le vrombissement des hélicoptères. Mais Ephim ne réagissait pas. Il restait immobile, comme pétrifié. Ses yeux étaient grands ouverts. Gleb le tourna de force vers lui. Le visage d'Ephim était pâle, son front était couvert de sueur. Il regardait Gleb, mais semblait ne pas le voir. « On l'a laissé sortir », murmura-t-il. « Le verrou. On a ouvert le verrou. » À ce moment-là, un bruit se fit entendre, en bas, au rez-de-chaussée. Un grincement métallique fort et distinct, comme si quelqu'un avait passé des griffes géantes sur le mur. Ils se figèrent, tous les deux. Le grincement se répéta, plus fort et plus long cette fois. Il ne venait pas de l'intérieur de la tour. Il provenait de l'extérieur. Quelque chose de gros grattait le mur extérieur, remontant lentement vers le haut. Le grincement ne cessait pas. Il rampait lentement le long du mur, contournant la tour en spirale. Un bruit sourd et saccadé, comme si une lime géante grattait la rouille et la peinture du métal. Gleb attrapa Ephim par le col.
Celui-ci s'affaissa, ses jambes se dérobèrent en dessous lui. Son regard était vide. Il regardait à travers Gleb, à travers les murs, vers quelque chose que lui seul pouvait voir. Le bruit des hélices de l'hélicoptère devenait plus fort, couvrant le grondement des flammes. Le salut était proche, à seulement quelques dizaines de mètres en contrebas. Mais entre eux et l'hélicoptère, il y avait tout cet escalier en colimaçon et la créature qui rampait sur le mur extérieur. « Debout !» Gleb secoua Efim, mais celui-ci ne réagit pas. Il fallut recourir à la force. Gleb passa le bras de Efim sur son épaule, l'enlaça par la taille et le traîna vers la trappe. Le poids du corps étranger le tirait vers le bas. Chaque pas était difficile. Efim traînait les pieds sur le sol métallique, ses bottes émettant un bruit désagréable. Le grincement à l'extérieur cessa. Le silence s'installa, rompu seulement par le crépitement d'un incendie lointain et le vrombissement des hélices d'un hélicoptère. Ce silence était pire que le bruit le plus effrayant. Où s'était-il arrêté? Juste derrière le mur? Ou sous eux, près de la trappe? Gleb traîna Efim vers l'ouverture. Un escalier en colimaçon sombre descendait. Il commença à descendre, reculant et traînant derrière lui le corps immobile. C'était d'une lenteur atroce. Le dos d'Efim cognait contre le pilier central de l'escalier, sa tête ballottait mollement d'un côté à l'autre. Les marches métalliques résonnaient à chacun de leurs pas. Ce bruit se répercutait dans toute la tour, révélant leur position. Gleb s'immobilisa, tendant l'oreille. Rien. Seul le vrombissement de l'hélicoptère, qui semblait planer juste au-dessus de la tour, se faisait entendre. Il cria pour les presser, mais ses mots se perdirent dans le bruit des pales. Une volée de marches après l'autre. L'obscurité et l'odeur de pourriture. La lampe de Gleb, fixée sur sa poitrine, ne distinguait dans l'obscurité qu'une étroite partie des marches rouillées devant lui. Il ne pouvait pas regarder en bas, ni se retourner. Il mettait toute son énergie à retenir Efim et à ne pas tomber. À un moment donné, Efim se mit à parler. Sa voix était faible, sans vie. Il prononçait des phrases entrecoupées que Gleb avait du mal à comprendre à cause du bruit. Cycle de renouvellement. Le sceau s'était brisé. Le gardien est parti. Gleb n'écoutait pas. Il prit cela pour des divagations dues au choc. Mais Efim continua. Ce n'est pas une bête. Il rassemble. La conservation a échoué. Enfin, les pieds d'homme de Gleb touchèrent le sol en béton du rez-de-chaussée. Il traîna Efim dans un coin, loin de la porte ouverte, et l'adossa contre le mur. Lui-même, en essayant de ne pas faire de bruit, se dirigea vers la sortie. Dehors, dans la clairière, à une 50aine de mètres, un hélicoptère était en vol stationnaire. Un câble descendait déjà. Le vent des hélices plaquait l'herbe d'un vert artificiel contre le sol. Le soleil peinait à percer la fumée, tout était plongé dans une brume orange et grise. Gleb jeta un coup d'œil prudent à l'extérieur. Personne. Il regarda à gauche, puis à droite. Tout était vide autour de la base de la tour. Où était-il passé? Il se tourna vers Efim. Celui-ci était assis dans la même position, fixant le mur et marmonnant quelque chose entre ses dents. Il fallait s'enfuir, c'était maintenant ou jamais. Gleb bondit vers lui et le chargea à nouveau sur ses épaules. « Tiens bon, mon frère, on y est presque », murmura-t-il, sans être sûr que Efim l'entende. Il le tira hors de l'embrasure de la porte et dans la clairière. L'air chaud lui frappa le visage. Il était mêlé d'une odeur de brûlé, de pain et de cette même pourriture qui émanait de la tour. Ils coururent dans les 10 premiers de mètres. 20. L'hélicoptère se rapprochait. Le mécanicien à bord leur faisait signe de la main, les pressait. C'est alors que Gleb entendit un bruit derrière lui. Pas un grincement. Un autre bruit. Un bruit sourd et humide, comme si quelque chose d'énorme et de mouillé était tombé sur le sol. Il ne se retourna pas. Il accéléra le pas, traînant presque Efim sur le sol. Un autre bruit sourd, plus près.
Il sentait la terre trembler sous ses pieds. Il ne regardait pas en arrière. Son monde se réduisait à un câble qui pendait à quelques de mètres devant lui. Ils arrivèrent en courant. Gleb fixa rapidement le fusil à son harnais, puis à celui d'Efim. Il tira 2 fois sur le câble, signal convenu pour monter. Le treuil se mit en marche. Ils furent arrachés du sol. Les premiers mètres de montée furent les plus effrayants. Ils étaient sans défense. Gleb se força à regarder en bas. Une chose sortait lentement de l'ouverture sombre de la tour. C'était quelque chose d'énorme, de sombre, de forme irrégulière. Cela ne bougeait pas comme un animal. Cela coulait comme de la résine épaisse, et en même temps, ses mouvements avaient comblé quelque chose d'effrayant, de calculé. Il ne courait pas après eux. Il s'arrêta à la sortie et commença à se lever. Ce n'était pas une tête, mais plutôt une sorte de bosse sur la masse sombre qui se tourna vers eux. Cette bosse n'avait pas d'yeux. Seules 2 rangées de quelque chose qui ressemblait à des crocs de loup dépassaient de la chair. Puis, il leva un membre. Elle était longue, articulée, et se terminait non pas par une patte, mais par une sorte d'énorme main, à longs ongles jaunes, les mêmes qui avaient déjà laissé des traces sur le métal. La créature les regarda, puis, lentement, très lentement, leur fit un signe de la main griffue, comme pour leur dire au revoir. Ils furent traînés dans l'hélicoptère. Le mécanicien de bord et le lieutenant qui avait ordonné l'évacuation eurent du mal à hisser les 2 corps à l'intérieur. Efima fut immédiatement allongé sur le sol. Il ne donnait aucun signe de vie. Il respirait faiblement. Le lieutenant secoua Gleb par les épaules. « Qu'est-ce qui se passe? Parle, soldat! Qu'est-ce que tu as vu ?» Gleb ne pouvait pas parler. Il rampait vers la porte ouverte et regardait en bas. L'hélicoptère prenait de l'altitude environ. La tour et la clairière diminuaient d'Obini rapidement. Il vit la créature sortir de l'ouverture et ramper lentement vers la forêt. Elle se déplaçait dans la direction opposée à l'incendie. Elle s'enfonçait dans la taïga intacte. Le lieutenant rampait vers lui, suivit son regard. Son visage se figea. Il se détourna et dit rapidement quelque chose dans son casque radio. Ses mots étaient clairs et froids. Il dicta les coordonnées. Puis il ajouta « L'objet 734 a violé les conditions de conservation. J'autorise l'application du protocole champ libre. Je répète, champ libre. Détruisez complètement le carré. Rasez-le. » L'hélicoptère changea brusquement de cap, s'éloignant de cet endroit maudit. Gleb continua à regarder derrière lui. Quelques minutes plus tard, il vit 2 points apparaître dans le soleil. 2 bombardiers, Tu-4. Ils volaient en le bas, juste au-dessus de la cime des arbres. Quand ils survolèrent la clairière, des cigares sombres se détachèrent de leur ventre. Gleb ne vit pas d'explosion. L'hélicoptère était déjà trop loin, mais il sentit l'appareil secoué par une onde de choc. À l'endroit où se trouvait la tour, un énorme champignon sale de terre, de feu et de fumée s'éleva dans le ciel. Quand ils atterrirent sur l'aérodrome provisoire, on les attendait déjà. Ce n'étaient pas les pompiers. Des hommes vêtus de manteaux gris identiques. Efima, qui n'avait toujours pas repris connaissance, fut chargé sur une civière et emporté dans un camion couvert sans signe distinctif. 2 autres hommes s'approchèrent de Gleb. L'un d'eux, un homme de petite taille, au visage inexpressif, dit « Citoyens, venez avec nous. Nous devons rédiger un rapport détaillé. » Gleb comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple rapport et qu'il ne rentrerait pas chez lui de sitôt. Si tant est qu'il y rentre un jour. On le conduisit vers un véhicule similaire et il n'opposa aucune résistance. Il ne pensait qu'à ce qu'ils avaient fait. Ils avaient retiré le verrou et ce qui se trouvait dans la tour depuis 1947 était désormais libre. Les bombes avaient détruit la tour, mais il avait vu la créature de ses propres yeux. Elle s'était enfuie dans la taïga et elle leur avait fait signe en guise d'adieu. La pièce était en béton. Les 4 murs, le sol, le plafond,
Tout était en béton gris non poli. Au plafond, une seule ampoule sans abat-jour diffusait une lumière jaune et terne. Au milieu de la pièce se trouvait une lourde table métallique et 2 chaises. Gleb était assis sur l'une d'elles. En face de lui se trouvait l'homme en imperméable gris, celui qui l'avait accueilli à l'hélicoptère. Il ne s'est pas présenté. Il a simplement ouvert un dossier fin et posé une feuille blanche devant lui. L'interrogatoire durait déjà plusieurs heures, peut-être 6, peut-être 8. Il n'y avait pas de fenêtre dans la pièce. « Répétez encore une fois », dit l'homme d'une voix calme, sans lever les yeux de la feuille. La description des membres de l'objet. « Longue », répondit Gleb. Sa voix était rauque, il avait la bouche sèche. Plusieurs articulations, 5 griffes au bout, longues, comme des couteaux. L'homme nota soigneusement ces informations dans un dossier. Il ne posa aucune question sur la peur, la panique ou l'état de Efim. Seuls les faits l'intéressaient. Les dimensions, la vitesse de déplacement, les sons, la trajectoire. Il parlait de cette créature comme un ingénieur parle d'un tracteur qui s'est échappé de la chaîne de montage. « Votre collègue ?» L'homme tourna la page, a mentionné un cycle de renouvellement. Connaissez-vous cette expression? Il divaguait, répondit Gleb. Il avait lu ces documents dans la tour et... Toutes les informations sont importantes, l'interrompit l'homme. Il a parlé d'un seau brisé et de conservation. Quoi d'autre? Gleb essaya de se souvenir des murmures d'Efim dans l'escalier. Quelque chose à propos d'un gardien. Il a dit que le gardien était parti. L'homme leva les yeux vers lui pour la première fois. Son regard était terne, vide. Il prit une brève note dans la marge. C'est une information précieuse. Merci. Il poussa une pile de photos vers Gleb. Les clichés étaient en noir et blanc, flous. On y voyait cette tour. Ils avaient apparemment été pris il y a longtemps. Sur l'une des photos, des hommes en uniforme militaire et en blouse blanche se tenaient au pied de la tour. Ils regardaient quelque chose qui gisait sur le sol. L'objet photographié avait été retouché, recouvert d'encre noire. Le projet Gardien a été clôturé en 1947, a déclaré l'homme, comme s'il donnait une conférence. L'objet 734, produit du contact avec la faune anormale de la région, a été jugé incontrôlable. Il a été décidé de le conserver indéfiniment sur place. La tour n'était pas un poste d'observation, mais une cellule de détention, une cellule que vous avez ouverte. Il ne l'accusait pas. Il constatait simplement un fait, comme si Gleb n'avait pas libéré un monstre, mais enfreint le mode d'emploi d'un appareil complexe. « Qu'est-il arrivé à Efim ?» demanda Gleb. « Le citoyen Efim. » L'homme consulta ses papiers. Suit une procédure de réadaptation. Un contact acoustique et visuel aussi prolongé avec l'objet provoque des changements irréversibles dans le cortex cérébral. Il est sous la surveillance de spécialistes. Ces déclarations nous aident beaucoup à comprendre l'impact mental de l'objet. Gleb comprit. Efim n'était plus pompier. Il était devenu lui-même un sujet d'étude, un cobaye, tout comme la créature dans la tour. L'homme referma le dossier. L'interrogatoire semblait terminé. Gleb s'attendait à être libéré ou reconduit dans sa cellule. Mais l'homme resta assis. Le protocole champ libre est une mesure extrême, dit-il après une longue pause. Il est utilisé pour détruire des objets fixes qui ont enfreint les conditions de détention. Le bombardement a détruit la caméra, mais pas son contenu. Vous comprenez ce qui s'est passé, citoyen? Gleb resta silencieux. Vous et votre partenaire êtes les seuls témoins de la violation du protocole. Votre partenaire n'est plus un témoin fiable. Il ne reste plus que vous. La porte derrière Gleb s'ouvrit. 2 hommes en uniforme militaire sans insigne entrèrent. « Votre ancienne vie est terminée », a déclaré l'homme en gris. Le pompier parachutiste Gleb. Il a de nouveau consulté le dossier pour vérifier le nom. Hayes est mort dans l'exercice de ses fonctions
lors de l'extinction d'un incendie de forêt dans la région d'Irkoutsk. Son corps n'a pas été retrouvé. Une indemnisation sera versée à sa famille. Il se leva. En tant que personne ayant été en contact visuel, direct avec l'objet et ayant conservé toute sa raison, vous représentez une valeur inestimable pour nous. Vous avez vu comment il se déplace. Vous savez à quoi il ressemble. Vous êtes notre seule chance de le retrouver avant qu'il ne termine son adaptation à son nouvel environnement. Gleb fut soulevé de sa chaise et conduit le long d'un long couloir en béton. Ils passèrent devant des dizaines de portes métalliques identiques. Derrière l'une d'elles, il entendit un hurlement étouffé, inhumain, prolongé. Il ressemblait aux vocalisations mentionnées dans les rapports provenant de la tour. Mais ce hurlement n'était pas rempli de rage, mais de souffrance. Gleb ralentit involontairement le pas, mais les escortes le poussèrent brutalement en avant. Il fut conduit dans une grande pièce qui ressemblait à une caserne. Une vingtaine de lits étaient alignés le long des murs. Plusieurs personnes bottaient assises ou allongées dessus. Elles étaient toutes vêtues d'uniformes sombres identiques, sans un signe distinctif. Elles avaient toutes le même visage, fatigué et vide. Elles ne prêtèrent aucune attention à Gleb. L'un des gardes jeta sur un lit vide un ensemble de vêtements identiques et de lourdes bottes militaires. Un autre lui tendit un fusil SKS. L'arme était froide et lourde. « Votre nouveau travail consiste à rechercher », dit l'homme en gris qui les suivait. « Nous appelons cela des mesures sanitaires dans la taïga. Votre groupe partira dans la zone de recherche dans 3 heures. Vous passerez la zone au peigne fin. Votre mission est de trouver. Ne vous battez pas. N'essayez pas de détruire quoi que ce soit. Contentez-vous de trouver et de communiquer les coordonnées. » Il se retourna pour partir. Il s'arrêta à la porte. « Ah oui, » ajouta-t-il sans se retourner. « Votre nouvelle désignation est Observateur 7. Vous recevrez des instructions sur les protocoles de recherche et de survie à 0600. Bienvenue dans le service Observateur 7. » La porte se referma derrière lui. Le verrou de l'autre côté s'enclencha dans un grincement lourd. Gleb resta debout au milieu de la caserne, le fusil à la main. Il regarda les autres personnes dans la pièce. L'une d'elles, un homme aux cheveux gris et au visage profondément balafré, leva les yeux vers lui et lui fit un signe de tête à peine perceptible. Il n'y avait ni compassion ni rancœur dans son regard. Seulement une fatigue sourde et infinie. Gleb comprit que ce n'était pas la première chasse, et que la créature de la tour n'était pas la seule à se cacher dans la taïga soviétique. Ils étaient 7. Gleb était l'observateur 7, le vétéran aux cheveux gris et aux cicatrices, que tout le monde appelait simplement le commandant. Le radio, avec son énorme appareil derrière le dos. Le pisteur, un homme petit et musclé, originaire de la région, qui connaissait la taïga comme son poche, et 3 autres tireurs, silencieux et discrets comme des ombres. Ils avaient été largués d'un hélicoptère à 200 km de l'endroit où se trouvait la tour. Chacun avait un fusil, 2 chargeurs pleins, un couteau, un sac avec des rations pour 10 jours et une gourde d'eau. Leur mission était de passer au peigne fin 12 carrés sur la carte, 12 morceaux de taïga, chacun de 10 km sur 10. Les 3 premiers jours furent infructueux. Ils marchaient en file indienne, à 20 mètres les uns des autres. Pas un mot. Seuls les rares ordres du commandant, donnés par geste, rompèrent le silence. La main levée signifiait « stop ». 2 doigts devant les yeux signifiaient « attention ». Toutes les heures, le radio s'arrêtait, déployait l'antenne et établissait la communication. Le rapport était bref. Base, ici le premier. Carré gamma 3 dégagé. Passons à gamma 4. Fin de transmission. Ils traversaient dans des zones dévastées par le vent, franchissaient de petites rivières, passaient la nuit
en allumant de minuscules feux dans les ravins pour que la fumée ne soit pas visible de loin. La taïga était silencieuse. Le 4e jour, ils trouvèrent dans les premières traces. Le pisteur arrêta le groupe près d'un petit bosquet de jeunes pins. L'écorce de plusieurs arbres avait été arrachée. De longues rainures profondes partaient bonnies du sol jusqu'à une hauteur de 4 à 5 mètres. Un ours ordinaire n'aurait jamais fait cela. Gleb s'approcha. Il reconnut ce dessin. La distance entre les sillons, leur profondeur, tout correspondait aux traces à l'intérieur de la porte de la tour. Il avait aiguisé ses griffes ici. Il se préparait. Au soir du 5e jour, ils tombèrent sur un élan. Ou plutôt, sur ce qu'il en restait. La carcasse gisait dans la clairière. Mais l'animal n'avait pas été dévoré. Il avait été déchiqueté avec une force incroyable, et les morceaux n'étaient pas éparpillés, mais soigneusement empilés. Les pattes dans un tas, les côtes dans un autre. Au centre de cette composition macabre gisait la tête de l'élan, tournée vers l'est. Cela ne ressemblait pas au travail d'un prédateur. Cela ressemblait à un rituel. Le radio a pris plusieurs photos avec l'appareil photo de service, puis a signalé la découverte à la base. La base a ordonné de prélever des échantillons de tissu et de continuer. À partir de ce moment, la taïga a changé. Elle n'était plus vide. Ils avaient constamment l'impression d'être observés. Des craquements de branches derrière eux, des ombres indistinctes à la périphérie de leur champ de vision. La tension montait. Les hommes ne marchaient plus lentement, s'arrêtaient plus souvent, tendant l'oreille au moindre bruit. Le 7e jour, ils arrivèrent à une cabane de chasse abandonnée. La porte avait été arrachée avec le montant. À l'intérieur, tout était sens dessus-dessous. Le poêle à bois était cabossé comme une boîte de conserve. Sur les murs et le sol, une substance noire ressemblant à du goudron avait séché, dégageant la même odeur nauséabonde que dans la tour. Et sur le mur, juste au-dessus des couchettes, un signe avait été dessiné avec cette substance, un dessin simple et grossier, un cercle d'où partaient 7 rayons. Dans son délire, Ephim parlait du chiffre 7, et Gleb était l'observateur 7. Il sentit un frisson lui parcourir le dos. Ils quittèrent la cabane et s'enfoncèrent dans la forêt marécageuse. Ils marchaient dormant sur des bosses, s'enfonçant jusqu'aux genoux dans l'eau rouillée. C'est là, dans le silence des marais, qu'il les trouva. Le pisteur fut le premier à faire signe d'arrêter. Il désigna une énorme empreinte dans la boue. Ce n'était pas la patte d'un animal. Cela ressemblait à l'empreinte de quelque chose de lourd et d'informe. Pendant qu'ils examinaient sur l'empreinte, la radio dans le sac à dos du radio se mit à siffler. Mais ce n'était pas un bruit ordinaire. La staticité était intermittente, rythmée. Le commandant leva la main, ordonnant à tout le monde de rester immobile. Et alors ils l'entendirent. À droite, à environ 50 mètres, dans les fourrés épais de saules, quelque chose bougeait. Quelque chose de très grand. Il y eut un craquement d'arbres brisés, puis un grand splash. Cela ne se cachait pas. Cela avançait simplement parallèlement à eux, signalant sa présence. L'un des tireurs ne put résister et leva son fusil. Le commandant abaissa brusquement le canon de son arme. Leur ordre était de se contenter d'observer. Le mouvement dans les buissons cessa. Pendant quelques minutes, le silence fut total. Même les oiseaux se turent. Puis le craquement retentit à nouveau, mais cette fois de l'autre côté, à leur gauche. La créature les avait contournés. Elle jouait avec eux. Elle leur démontrait sa supériorité. Gleb serra plus fort son fusil. Ses mains étaient moites. Il se souvint comment cette créature leur avait fait signe en guise d'adieu près de la tour. Elle savait qu'ils étaient là pour là. Elle savait pourquoi ils étaient là pour là. Le bruit s'éteignit aussi soudainement qu'il était apparu. Le radio tenta longtemps de percer les interférences. Il finit par y parvenir. D'une voix tremblante, il fit son rapport à la base. Base, ici premier.
Pas de contact visuel, mais l'objet est là. Il nous entoure. Je répète, l'objet est à proximité immédiate. J'attends vos instructions. » Ils attendirent la réponse, debout dans l'eau marécageuse qui leur arrivait aux genoux, entourés d'un silence hostile. Il n'y eut pas de réponse pendant 5 minutes. Ces 5 minutes semblèrent une éternité à Gleb. Finalement, le jet-haut-parleur de la radio se réveilla. La voix provenant du quartier général était calme et totalement indifférente. Premier, vous êtes bien compris. Coordonnées enregistrées. Protocole APA activé. Votre mission est de continuer à avancer vers le nord selon le vecteur indiqué. L'objet doit vous suivre. Je répète, vous êtes l'APA. Terminé. La radio se tut. Les 7 hommes en uniforme sombre échangèrent des regards. Personne ne dit un mot. Mais tout le monde avait compris. Ils n'allaient pas être évacués. Leur mission n'était pas de trouver la créature. Leur mission était de mourir, mais avant cela, de mener le monstre dans un piège préparé à l'avance. Le commandant regarda vers le nord, en direction des marécages impraticables. Puis, il regarda ses hommes. Son visage balafré ressemblait à un masque de pierre. Il leva silencieusement la main et pointa devant lui. L'ordre était de continuer à avancer. Et ils partirent, tout droit dans la gueule de la bête qui, désormais, ne se contentait plus de chasser, mais les guidait. Ils menaient leur appât à l'abattoir. Ils marchèrent vers le nord pendant 8 heures sans s'arrêter. Les marécages firent place à des collines rocheuses, couvertes d'une forêt clairsemée. Ils ne se cachaient plus. Ils savaient que c'était inutile. La créature les suivait. Ils ne la voyaient pas, mais ils la sentaient. Ils entendaient un arbre s'abattre avec fracas à 1 kilomètre derrière eux. Voyaient d'énormes traces boueuses qui croisaient leur chemin. Elle n'attaquait pas. Elle les poursuivait comme un berger conduit son troupeau à l'abattoir. Au soir du 10e jour, ils arrivèrent à destination. Les coordonnées indiquées par la base. C'était une vallée étroite et profonde, coincée entre 2 crêtes rocheuses. En contrebas, on apercevait des bâtiments en ruine, un ancien village géologique ou une mine, un endroit mort et abandonné. Il devait y avoir un piège, mais il n'y avait rien, ni soldats, ni matériel, ni traces de préparation au combat. Seul le silence et le vent soufflant entre les cabanes pourries. Le commandant donna l'ordre de descendre. Personne ne posa de questions. Tout le monde comprenait qu'il n'y avait pas le choix. Au centre du village se trouvait le seul bâtiment en pierre, qui ressemblait à un entrepôt ou à un laboratoire. La porte avait été arrachée de ses gonds. À l'intérieur, ça sentait l'ozone et la poussière. Le long des murs, il y avait des étagères avec des boîtes vides pour les carottes. Mais au centre de la pièce, il y avait quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un autel rudimentaire fait de pierres sauvages. Et dessus, ce symbole, un cercle et 7 rayons, gravés dans le granit. Des dossiers étaient éparpillés sur le sol autour de l'autel. Ils étaient identiques à celui que l'enquêteur avait dans ses mains. Le commandant en souleva un. Les feuilles étaient jaunies, l'encre avait coulé. Ce n'est pas des rapports techniques, il s'agissait d'extraits d'interrogatoires de chamans locaux, de notes ethnographiques, de croquis de peinture rupestres. Et chaque dossier mentionnait la même chose, une ancienne légende sur le maître de la taïga qui dort profondément sous la terre, et sur le gardien qui parcourt la terre et veille à ce que le sommeil du maître ne soit pas interrompu. Gleb prit un autre dossier. C'était le rapport d'une expédition du NKVD datant de 1938. Il mentionnait la découverte d'une zone d'activité sismique anormale dans cette même vallée, et un objet rituel, un autel qui, selon les croyances locales, scellait l'entrée du monde souterrain. La dernière feuille du dossier était le rapport sur l'échec de l'expérience visant à établir le contrôle sur la créature totémique locale, c'est-à-dire le gardien.
Tout s'éclaircissait. La tour n'était pas une prison. C'était un sarcophage, une chambre de sommeil. La conservation ne signifiait pas l'emprisonnement, mais l'immersion dans un état d'hibernation. Le cycle de renouvellement n'était qu'un rêve, pendant lequel le sceau sous terre était solide. Ils n'avaient même pas libéré le monstre. Ils avaient réveillé le gardien. Le bombardement avait détruit son refuge, son lieu de pouvoir, et affaibli le sceau principal. Et maintenant, il était venu ici, vers le sceau de secours, le dernier, pour tenter de le renforcer. Les rituels avec les animaux, les signes sur les murs, tout cela n'était que des tentatives désespérées pour retenir ce qui cherchait à sortir de sous la terre. Et c'est là qu'ils comprirent où se trouvait le véritable piège. Le protocole APA était un mensonge. Ils n'étaient pas des appâts pour le gardien. Ils étaient des victimes. On les avait amenés ici, dans ce lieu de pouvoir, afin que leur mort, leur énergie, soit le dernier coup qui briserait le sceau et réveillerait le maître. À ce moment-là, une ombre recouvrit l'entrée de la vallée. Le gardien était arrivé. Il se tenait debout, dans toute son incroyable hauteur, bloquant la seule issue. Une masse informe et fluide de chair sombre et de pattes griffues. Il ne les regardait pas. Il regardait le bâtiment de pierre, l'autel. Il n'était pas venu pour eux. Il était venu protéger le sceau. La radio sur le dos du radio grésilla et s'anima. La voix de la base était toujours aussi calme et indifférente. Premier, vous avez atteint le point. L'objet est en place. Le protocole, sacrifice, est activé. Restez en position. Votre contribution au projet sera appréciée. Terminé. Le sol se mit à trembler. De la poussière se mit à tomber du plafond du laboratoire. Des fissures apparurent sous l'autel de pierre, d'où émanait une froideur mortuaire et une odeur de soufre. Le maître se réveillait. Le gardien émit un son qui n'était ni un hurlement, ni un rugissement, mais un grondement plein de désespoir et de rage qui assourdit les oreilles. Il fit un pas vers le bâtiment. Les tireurs, pris de panique, ouvrirent pas le feu. Les balles s'enfonçaient inutilement dans sa chair sombre. D'un seul mouvement de sa patte griffue, il balaya 2 d'entre eux, les écrasant contre le mur de la cabane voisine. Le pisteur et le radio se mirent à courir, mais le sol se fissura sous leurs pieds et ils tombèrent dans une crevasse d'où émanait une chaleur intense. Le commandant tenta de recharger son fusil, mais le deuxième coup du gardien mit fin à ses jours. Gleb était seul. Il se tenait à l'entrée du laboratoire, entre l'ancien gardien et le mal qui s'éveillait. Il était la dernière pièce du rituel. Sa mort devait tout terminer. Le gardien s'avança vers lui pour éliminer le dernier obstacle sur le chemin de l'autel. Mais Gleb ne courut pas et ne tira pas. Il regarda le gardien, puis l'autel, puis son sac. Ils avaient tous des détonateurs standards, des briquettes de Tola destinées à détruire leur équipement en cas de capture. Il comprit ce qu'il devait faire. C'était son seul choix. Il ne les laisserait pas gagner. Il sortit 4 briquettes de son sac, les assembla et arma le détonateur en réglant le minuteur sur 30 secondes. Le gardien se figea à quelques 2 mètres de lui. La créature semblait avoir compris son intention. Elle ne le considérait plus comme une menace. Gleb leva les explosifs au-dessus de sa tête pour les montrer au gardien. Puis, il regarda les parois rocheuses de la vallée, les corniches instables qui les surplombaient. La terre trembla plus fort. L'autel au centre de la pièce se fendit en 2. Le gardien poussa un long gémissement lugubre et fit un pas en avant, essayant de combler la fissure avec son corps. Il se tint au-dessus du mal qui s'éveillait, absorbant le choc principal. Gleb appuya sur le bouton du minuteur. Une lumière rouge se mit à clignoter. Il ne courut pas. Il n'y avait nulle part où aller, et cela n'avait aucun sens. Il jeta les explosifs aux pieds du plus grand surplomb rocheux et resta immobile, regardant l'ancien gardien mener son dernier combat désespéré.
Il n'entendit pas l'explosion. Le monde autour de lui se transforma simplement en un vacarme assourdissant et en obscurité. Des milliers de tonnes de roches s'écroulèrent, ensevelissant sous elles le village, le laboratoire et l'hôtel brisé. Elles ensevelirent le gardien qui, jusqu'à la dernière seconde, avait tenté de retenir ce qui sommeillait en dessous. Ensevelissant l'observateur 7, un pompier nommé Gleb, qui, au prix de sa vie, n'avait pas sauvé le monde, mais lui avait gagné un peu de temps. Quand tout se fut calmé, il ne restait plus qu'un gigantesque amas de pierres à la place de la vallée. Au fond, sous la nouvelle montagne, quelque chose était enterré. Le gardien, le maître, et l'homme qui avait fait son choix. À la surface, la radio tombée des mains du radiomort continua de siffler pendant un moment, puis se tut à jamais.